Bonjour à tous, donc si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement vu une de mes vidéos sur Instagram ou sur Facebook et je vous ai envoyé ce lien. Donc cette vidéo va permettre de répondre à pas mal de vos questions, des questions que vous vous posez, des questions que des parents d'élèves me posent en appel. Et le but, c'est de vous offrir un maximum de valeur. Vous, ça vous permet de faire connaissance avec moi et mes méthodes et de vous prouver en fait que je suis compétent dans mon domaine et que j'ai de l'expérience. Et moi, ça me permet, grâce à une vidéo, de donner de la valeur à un maximum de personnes, gratuitement, tout simplement. Donc, je me suis fait un petit plan là, que je vais lire pendant que je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais essayer d'aborder un maximum de choses. Là, je vais vous lister les choses. Et ce n'est pas une vidéo YouTube, c'est pas une vidéo construite, agréable forcément à regarder. Donc, vous pouvez faire autre chose en attendant. Vous pouvez passer plus vite la vidéo. Vous pouvez aller à un endroit qui vous intéresse plus rapidement. Mais le but, c'est vraiment comme si on faisait un entretien téléphonique, un appel ensemble et que je vous donne un max de valeur. Il est possible que je digresse un peu sur différentes choses parce qu'il y a des choses qui vont me venir. Je vais aborder des sujets non exhaustifs, c'est des choses vraiment, on pourra en parler des heures ensemble. Donc si d'ailleurs vous avez besoin, vous n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, je serais ravi de vous aider précisément sur votre situation. Donc là, dans cette vidéo, j'aimerais aborder donc les 5 peurs des parents, pourquoi un élève travaille sans progresser, les 4 grands profils des élèves que je rencontre, les outils gratuits que j'utilise moi-même et que je vous partage avec plaisir, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc c'est quand vous faites des investissements, donc des livres, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile à faire. Ça vous évitera en fait de perdre de l'argent et surtout du temps, parce que c'est ça le plus important, c'est que vous puissiez prendre la meilleure décision le plus rapidement possible. Comment fonctionnent concrètement mes cours? Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu mes méthodes de travail, l'impact des maths sur le bac, sur l'orientation, sur Parcoursup. Voilà, est-ce que vous devez faire redoubler votre enfant pour qu'il ait des meilleures notes ou non? Quel spé il doit choisir pour avoir enfin l'école qui l'intéresse ou plutôt les études qui l'intéressent? Les profils des parents que je rencontre le plus souvent, donc ça, vous allez peut-être vous reconnaître dedans, et les questions qu'on me pose systématiquement en appel. Si ça n'a pas déjà été couvert là dans tout ce que je vais dire, tout simplement. Donc on va commencer par les 5 plus grandes peurs des parents. En général, ça va être est-ce qu'il échoue à cause de la spécialité maths? Parce que la problématique, c'est que si vous prenez spé maths, vous avez forcément des moins bonnes notes que si vous prenez une spé plus facile. Et du coup, est-ce que ça va le faire échouer au bac? Est-ce que ça va le faire échouer dans sa scolarité ou dans sa poursuite d'études? Parce que il a eu un dossier moins bon. Ça va être la problématique du dossier. Alors, de mon point de vue, non. Ok. Le but d'une spé maths et d'une spé physique, c'est d'acquérir une certaine rigueur, de se muscler le cerveau, d'être prêt à attaquer des domaines plus complexes et surtout de ne pas se reposer sur la facilité. Okay. La problématique actuelle, c'est qu'on a le choix entre ces spé. Avant, on n'avait pas le choix. C'était soit on faisait scientifique, soit on faisait ES, et dans les deux cas, on faisait des maths. Okay. Maintenant, s'il aimait pas les maths, il faisait L. Là, aujourd'hui, même ceux qui aiment les maths se disent, bah, je vais peut-être prendre une autre spé parce que j'aurai une meilleure note. Très très mauvaise idée. Ça, c'est un bon choix à court terme. Okay. Votre objectif, c'est de former votre enfant à long terme. Donc les maths vont être utiles en termes de musculation de cerveau. Votre enfant doit être habitué à se prendre des mauvaises notes, doit être habitué à affronter de la difficulté, à affronter des challenges, à résoudre des problèmes difficiles, à être de plus en plus rigoureux, puisque là, en première et en terminale, on va noter la rigueur de l'élève. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir la bonne réponse, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu maîtrises toutes les notions mathématiques qui te mènent à la bonne réponse? Est-ce que tu as compris qu'on a besoin de dire telle chose et telle chose pour que ça, ce soit vrai? De développer sa capacité à, à comprendre des concepts abstraits. Parce que si c'est gérer des concepts abstraits et les comprendre, les expliquer, et ben en fait, il va pouvoir beaucoup plus s'adapter plus tard dans différents domaines qui ne sont pas des mathématiques et qui lui permettent d'être beaucoup plus efficient. En fait, on forme des ingénieurs. Hein. Moi, je suis ingénieur aéronautique
et du coup, j'ai la capacité de résoudre des problématiques dans différents domaines. J'ai pas mal d'amis qui ont fait ingénieur aéronautique et qui travaillent dans le médical, par exemple, parce que le contenu n'est pas très intéressant pour la vie future. Par contre, la façon dont on a formé notre cerveau pour apprendre ça, c'est très pertinent et ça lui permet de gagner en efficacité dans tout ce qu'il va faire. Euh, donc, est-ce que ça bloque, ouais, pour Parcoursup son orientation? Du coup, ça va dépendre de ce qu'il veut faire plus tard. Moi, je conseille toujours mes élèves, ils me posent pas mal de questions là-dessus. Je conseille mes élèves sur est-ce que tu as besoin de faire tel spé ou tel spé? Si tu veux rejoindre telle école, qu'est-ce que tu dois faire exactement? Quelle note tu dois avoir? Puisque moi aussi j'ai galéré à leur place. Moi aussi, du coup, j'ai fait différentes réorientations parce que j'avais choisi une poursuite d'études qui m'intéressait, mais finalement, quand j'étais dans la formation, j'aimais pas trop. Et justement, le fait d'avoir fait maths et physique m'a permis de faire un peu ce que je voulais tout le temps. Malgré que j'avais pas des résultats, hein. J'avais la moyenne au lycée, j'étais pas un super élève, mais j'ai été pris dans tout ce que j'ai voulu faire. Et voilà, ça c'est une des réponses que je peux vous donner. Dès que vous faites maths et physique, vous êtes forcément au-dessus du lot, et c'est pas parce que c'est des maths et c'est de la physique, c'est parce qu'il y a eu de la rigueur derrière, vous avez choisi la difficulté. On va toujours préférer prendre un employé, un élève, un étudiant, tout ce que vous voulez, qui a envie, qui se donne, qui tombe qui n'a pas peur d'affronter la difficulté, parce que du coup, les autres, on va dire, bah, il a eu la flemme de prendre maths, bah, je préfère prendre un mec qui a pris maths, tout simplement. Donc perte de confiance, ça va être un gros problème, la perte de confiance. Donc, j'ai beaucoup d'élèves qui ont cette problématique, les parents me le disent au téléphone, et ouais, ça c'est quelque chose de très courant malheureusement. Ça peut être dû aux professeurs qui rabaissent les élèves, je l'entends de plus en plus, donc je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est les professeurs qui commencent à craquer à cause des classes surchargées, je sais pas du tout. Moi, je pense que la plupart du temps, c'est que ils ont pas du tout compris que les mathématiques sont une matière rigoureuse et que du coup, avoir 8, c'est déjà très bien. Avoir 14, c'est être peut-être dans les meilleurs de la classe. Et avoir 20, bah là, c'est réservé à une élite. Moi, je sais même pas. J'ai eu des 20 en études supérieures, justement, après avoir subi tout ça, mais j'ai jamais eu de 20 au lycée. C'est très difficile d'avoir 20. Et donc voilà, je leur explique que faut faire comme ci, comme ça pour avoir des points. Si tu le fais, t'as tes points. Si tu le fais pas, t'as pas tes points. C'est normal. C'est le but du jeu. Et du coup, ça leur permet de se dire, ah ok, d'accord, c'est pas que je suis nul, c'est peut-être que j'ai révisé la mauvaise chose ou que j'ai mal compris ce qu'on attendait de moi. Donc la confiance en soi, c'est le truc le plus facile à travailler en général. À moins que ce soit un stress, et du coup, là, le stress, ça vient éventuellement d'une problématique personnelle. Des fois, l'élève est extrêmement stressé, il peut avoir la pression d'échouer vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses camarades. Et du coup, ça va être beaucoup plus complexe à ce niveau-là. Donc, on différencie stress et confiance en soi. Les notes ne montent pas, et pourquoi? Alors qu'ils travaillent. Alors ça, c'est totalement dû au fait qu'ils ne travaillent pas la bonne chose. J'ai beaucoup d'élèves qui sont extrêmement travailleurs, doués, qui comprennent tout très vite, qui appliquent exactement ce qu'on leur dit de faire. Ça, c'est génialissime parce que ces élèves-là ont une progression folle. C'est quasiment instantané la progression. Mais en gros, ils révisent la mauvaise chose. Et ça, c'est la faute de leur prof à l'école, ce qui leur dit pas clairement ce qu'il faut faire. Souvent, ce que je fais, c'est que je leur dis, bah, demande à ton prof ce que tu dois réviser pour le contrôle. Il y a des profs qui donnent des exercices. On révise ses exos, et là, la note, c'est direct top note, parce que du coup, il a révisé la bonne chose. Il y a des profs qui donnent rien du tout. Et ça, ces profs-là, c'est pas cool de leur part, parce que du coup, ils créent un flou autour de ce qui va tomber au contrôle, et les élèves, ils savent pas du tout quoi faire, les pauvres. Et bah, du coup, c'est normal, ils révisent les exos qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais c'est pas ces exos-là qui tombent au contrôle. Du coup, ils n'y arrivent pas, ils se tapent les vieilles notes, ils pensent qu'ils sont nuls, ils ont travaillé énormément. Les notes bah, vont baisser de plus en plus parce que on devient démotivé, on sait plus trop quoi réviser. Donc voilà, et ça, c'est top aussi parce que j'ai des élèves qui passent de 8 à premier de la classe, ou 16-18, parce que justement, je leur dis quoi faire, en fait, je leur dis, bah tiens, tu fais tel exo, bam, il le fait, comme il est travailleur, il absorbe tout,
il sait tout quoi faire, il sait réviser de son côté. Là, j'ai une fille qui fait pareil exactement. Elle, ses notes n'ont pas trop augmenté, mais sa confiance en elle a été boostée parce que maintenant, elle sait exactement quoi faire. Elle arrive en cours, elle me dit, bah ça, tu m'as dit, je dois faire ci, je dois faire ça, ok, machin. Du coup, je sais quoi faire. Du coup, elle, je lui donne des trucs supplémentaires. Je lui dis, bah écoute, on peut voir tel exo qui tombe moins souvent, mais il y a une problématique intéressante que toi, tu peux capter et qui peut être intéressante à aborder. Du coup, souvent, ça va être progressif en fonction des élèves. Et vous avez peur aussi qu'ils décrochent et qu'ils détestent l'école, donc ça c'est totalement vrai, surtout depuis post-Covid. J'ai remarqué beaucoup d'élèves totalement déprimés, désintéressés de l'école, et je peux pas leur en vouloir parce que malheureusement ils n'ont pas forcément un objectif de vie. Les pauvres, leur avenir il est totalement incertain puisque ça se trouve ils vont faire des études pour apprendre un métier aujourd'hui et dans 5 ans ce métier n'existera plus à cause de l'intelligence artificielle notamment. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en place à partir de cette année, là, janvier 2026, 1 heure par semaine pour ceux qui se sont intéressés, hein, c'est un supplément qui n'a totalement rien à voir avec les cours de maths. C'est un cours avenir, donc où je leur donne, c'est pour ça que j'ai ce t-shirt là d'ailleurs. Donc c'est un cours avenir, je leur donne des billes sur l'entrepreneuriat, sur la finance, sur l'intelligence artificielle, sur s'ils ont des idées à développer extrascolaires pour soit gagner de l'argent, soit apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école tout simplement. Moi je leur donne toutes les billes que j'ai dû apprendre tout seul, qu'on m'a jamais appris en tant qu'ingénieur. Ça peut être même du marketing. C'est des choses qui m'ont coûté de l'argent. Moi, j'ai dû payer des formations pour apprendre ça. J'ai dû aussi briser pas mal de blocages en termes de... comment on appelle ça? C'est des plafonds de verre que l'on se met. C'est des croyances limitantes. Voilà, j'ai beaucoup de croyances limitantes puisque j'étais un bon élève, je faisais mes cours, j'ai eu mon diplôme. Et quand j'ai voulu créer mon entreprise, être autonome, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines de domaines qu'on n'abordait pas du tout à l'école, et du coup, moi, je leur donne tout mon savoir là-dessus. Ça a une valeur inestimable, mais il faut que l'enfant ait envie de le faire, parce que c'est pas donné à tout le monde vraiment de se lancer dans ce genre de réflexion, et c'est pas quelque chose que l'on force. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Donc voilà. Et ouais, voilà, ce que j'ai mis là, une petite phrase, c'est le problème, c'est jamais l'intelligence, hein, c'est la méthode. Et la méthode, ça va être est-ce que le prof nous dit exactement quoi faire? Pas en termes bêtement, mais en termes de voilà, le cours c'est ça et ça c'est utile, ça c'est pas utile. Moi je veux que tu saches faire ça, je veux que tu m'expliques pourquoi et que tu comprennes pourquoi faut faire ça. Et normalement ça avance. Donc c'est comme ça vraiment que je dirige mes cours. Pourquoi un élève peut travailler sans progresser? Alors du coup, là, ça va être, il révise beaucoup le cours, mais il s'entraîne jamais. Attention sur s'entraîner. Donc, il révise le cours, c'est-à-dire qu'il des fois, il va réviser, il va apprendre les propriétés par cœur, réviser les démonstrations, des choses comme ça. Tout ça, c'est inutile, parce qu'on ne demande pas au contrôle de savoir ces trucs-là par cœur. On le demandait au collège. Aujourd'hui, on ne le demande plus. Du coup, réviser un cours par cœur, c'est inutile. Le cours, en 10 minutes, c'est plié, on passe à autre chose. Ok, on passe à l'entraînement, à savoir maîtriser le concept, ne plus faire d'erreurs de calcul, savoir pourquoi il y a une question 1, pourquoi il y a une question 2, pourquoi il y a une question 3, quel est le lien entre les questions. Parce que là, on est là pour travailler euh, la réflexion, la problématique. Ok, pourquoi on est en train de faire ça avec cette fonction? À quoi elle sert? Pourquoi on doit étudier telle notion sur la fonction, à quoi ça va nous servir après dans l'exercice, et du coup c'est ça qu'il faut travailler. S'il ne travaille pas ça, c'est normal, il n'aura jamais de bonne note, puisqu'on l'évalue sur ça, on l'évalue pas du tout sur son cours. Et si vraiment il y a des notions de cours, de toute façon je leur dis, ça tu l'apprends par cœur, et hop, et c'est fini, on passe à autre chose. Du coup les élèves qui ils sont friands de ça, parce qu'ils se disent, ok j'ai juste ça à apprendre par cœur, là tu vas me dire, mais 4 pages de cours, j'ai 3 notions à apprendre par cœur, bah vas-y, ça me va très bien. Eux ils sont très contents. Comme ça, moi, je leur mâche le travail, ça leur fait gagner un temps fou. Mais c'est aux profs, normalement, à l'école, de leur faire ça. Et ils continuent de leur donner des 4 pages. Moi, en études sup, là, en master aéronautique,
j'avais des polycopiés de 100 pages, mais j'avais un contrôle qui faisait qu'une page. Et du coup, fallait que je devine moi-même quelle notion était importante, etc. Donc ça, j'essaie de leur donner un peu ça. Si ça peut leur servir pour l'année prochaine, c'est top. Du coup, il fait des exercices inadaptés. Donc ça, oui, ça, c'est les pauvres, ça, on peut pas leur en vouloir, hein. Souvent, ils ont plein d'exercices. Ils vont se dire, ah tiens, cette notion, elle est très intéressante, je vais faire celle-ci. Elle a l'air d'être difficile, du coup, c'est sûrement ça que je vais avoir au contrôle. Mais non, difficulté ne rime pas avec ce qui va tomber au contrôle. Ça va être plutôt exercice construit, exercice logique sur plusieurs questions qui va tomber au contrôle. Donc on cherche des exercices qui enchaînent des notions très intéressantes et qui permettent de créer une problématique générale. Et c'est ça que je leur apprends. Et on fait que des exercices type contrôle parce que sinon, ça sert absolument à rien. Le but, c'est d'avoir des points et de comprendre les mathématiques si possible, en aimant ça. Du coup, bah, on vise des exocontrôles et on essaye de réfléchir autour de ces exercices et je leur pose un max de questions. Pourquoi faut faire ça? D'après toi, pourquoi tu as mis telle réponse? Pourquoi on obtient telle valeur? Et une fois qu'ils comprennent, bah, tout devient beaucoup plus simple et logique. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent que c'est à la portée de 90% de la population de faire SPMAT. Mais faut-il encore qu'on nous explique comment réussir les exercices? Donc ils tombent pas dans les pièges avant les vrais contrôles, bah ouais, en effet, beaucoup de profs ne donnent pas du tout. C'est affolant le nombre de profs qui donnent aucun exercice type contrôle avant le contrôle. Et après, ils s'étonnent que les élèves ils aient des 8. Bah, c'est normal. Ils ont pas du tout. Faut tomber au moins 10 fois dans le piège, des fois, pour comprendre le piège, le reconnaître. Si aujourd'hui je commence à faire du pain, je ne sais pas faire du pain, donc mon premier pain, il va être nul. C'est normal, il va pas être bon. Bah du coup c'est pareil pour un exotype contrôle. Si t'en as jamais fait, le premier que tu vas faire, il va être nul. Donc on peut pas, faut pas du tout s'étonner que les élèves ils aient 8 ou 5 ou 4. Bah du coup forcément ils sont tombés dans tous les pièges. C'est le but d'un piège, c'est de tomber dedans. Et ils savent pas quoi prioriser, donc ça je l'ai dit, c'est qu'en gros je leur dis bah telle question elle va tomber 100% du temps, telle question elle va tomber 80% du temps, et eux ça leur permet, suivant leur manière de faire des fiches et des révisions, de se dire ok bah celle-là je dois absolument la connaître, celle-là c'est pas très grave, je l'apprendrai plus tard quand je maîtrise celle que je dois absolument connaître, etc. etc. Les 4 grands profils d'élèves, du coup, il y a le travailleur perdu, donc c'est celui qui bosse mais qui a aucune stratégie. Le pauvre, du coup, il va travailler, il va donner un peu d'énergie n'importe où, un peu tout ce qu'il peut, mais le problème c'est qu'il arrive au contrôle, il n'est pas du tout prêt. Voilà. Donc ça, c'est un peu le cas standard. Donc mon but, c'est de guider celui qui est perdu, lui dire quoi faire, et en général, bah, ça se passe beaucoup mieux. Une fois qu'on n'est plus perdu, même on prend plaisir à faire des maths, une fois qu'on a compris comment ça marche un exercice de maths. Celui qui comprend pas le cours, donc il y en a qui sont bloqués, malheureusement ils comprennent pas le cours. Pourtant, en exercice, ils sont très forts, parce qu'ils sont souvent très créatifs. Mais le problème, c'est que les cours sont pas du tout créatifs. C'est des trucs assez linéaires, assez très droit, A, B, C, D, machin. Donc ça ne marche pas du tout. Souvent, je leur fais un dessin, une espèce de carte mentale, un truc assez visuel. Je leur dis, bah voilà, toi tu dois connaître ça, ça et ça. S'ils comprennent pas le concept, moi je leur explique le concept, à quoi ça sert, pourquoi c'est comme ça. Ça leur permet de dire, ah d'accord, je m'imagine beaucoup mieux la notion. Et du coup, une fois qu'il y a ça, bah forcément, ils ont beaucoup plus de créativité, ils savent répondre aux questions. Donc eux, ils demandent beaucoup moins d'aide en exercice, c'est beaucoup plus une aide de conceptualiser. Une fois que tu sais conceptualiser la notion, bah après, tu es créatif en exercice et tu sais résoudre tes exercices. L'acharné mal orienté, donc c'est celui qui va faire souvent les exos difficiles, comme je disais tout à l'heure. Il va faire des exos difficiles, il va essayer de comprendre les démonstrations et tout. Le problème, c'est que c'est jamais au contrôle et du coup, bah, il bosse des fois 10 heures et malheureusement, il a 0. Souvent, il va avoir une très mauvaise note, l'acharné mal orienté. Et il va être incompris de ses parents, souvent. Parce qu'il va dire, mais si je bosse et tout, j'ai fait des trucs difficiles, j'ai compris le truc, mais non, t'as pas fait la bonne chose, c'est normal. Et une fois que j'arrive à le réorienter, souvent ils sont un peu bornés, hein.
Je le réoriente, je lui dis: «Il faut que tu saches faire ça, vas-y on le fait 2-3 fois ensemble» et après c'est bon, il a capté la méta de l'exercice du contrôle de l'éducation nationale et après c'est bon. Et le procrastinateur intelligent, donc là j'ai un exemple, l'année dernière j'ai eu un élève qui avait 4 de moyenne, il pensait qu'il était nul en maths. Ses parents aussi m'ont dit: «Ouais, il est nul en maths, faites ce que vous pouvez quoi en gros». Et étrangement non, en fait c'est juste qu'il avait la flemme de travailler tout seul, ce qui arrive, hein, c'est un profil de personne, c'est pas du tout péjoratif. Par contre quand il travaillait avec moi, il me posait plein de questions. Bah, 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 il me bombardait de questions. Est-ce que je fais ça? Est-ce que ce que j'ai fait c'est bien? Est-ce que machin? Est-ce que machin? Et le truc, ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, il avait pas besoin de travailler ensuite le reste de la semaine. Donc lui, il savait très bien qu'avec Damien, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il n'a pas besoin de se poser d'autres questions, il a un créneau hebdomadaire, il a juste à se pointer, et il travaille pendant le temps qu'il faut, et c'est bon. Et il est passé à 14. C'est de 4 à 14. Un élève qui est censé être nul qui a 14. Voilà, ça montre aussi que la problématique, c'est pas les gens, l'intelligence des gens. Les mathématiques, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de comprendre ce qu'on doit donner comme information, d'être rigoureux, de ne pas faire d'erreurs, c'est ces choses-là. Et quand on travaille, on arrive à le faire au bout d'un moment. On n'est pas parfait, c'est très difficile d'avoir des 20, mais on peut facilement avoir entre 12 et 15. Toute la population peut avoir entre 12 et 15, c'est pas un niveau extrême. Les outils gratuits que j'utilise moi-même. Alors, j'utilise Lycée d'adultes, c'est un site internet, vous pouvez aller voir, Lycée d'adultes. Dessus, il y a des exercices qui ne sont pas corrigés, donc ça, moi, c'est moi qui les corrige en général avec mes élèves. Et il y a des devoirs, ou des contrôles. Ce que je vous ai dit, ce qui est très important, c'est les contrôles. Des contrôles et leurs corriger. Et ça, c'est top du top. Donc n'hésitez pas à y aller. Si votre enfant il aime réviser tout seul, voilà, vous pouvez lui donner ça, c'est gratuit. Il y a APMEP. Pareil, c'est un site où il y a tous les anciens bacs avec les corrections. Moi, j'utilise ça tout le temps pour mes terminales. C'est le top du top. Il faut absolument savoir faire des exotiques bac, que ce soit pour le contrôle continu, mais aussi pour le bac. Donc, c'est parfait pour les terminales. Et il y a YouTube. Moi, j'ai une chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos. Je suis pas YouTuber. Du coup, mes vidéos sont pas de très bonne qualité. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, c'est du contenu gratuit. Il y a des gens qui expliquent très bien, ils ont déjà fait des vidéos, ils ont déjà été expliqués des dizaines de fois. C'est pas forcément ma manière d'expliquer. Je réfléchis encore à faire des vidéos, mais ce serait éventuellement en privé, je pense, pour mes élèves. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Ouais, voilà, ce que j'écrivais, c'est que mon expertise, c'est le diagnostic et la stratégie personnalisée, c'est pas forcément créer du contenu. J'essaie, hein, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, je suis ingénieur de base, mais je me suis formé en marketing, donc j'essaie un minimum de faire du contenu pour avoir une vitrine et montrer mon expertise aux gens qui ne me connaissent pas. Mais malheureusement, c'est pas mon cœur de métier. Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, voilà, ça fait 10 ans que je fais ça et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient inutiles. J'ai beaucoup de parents d'élèves qui me disent, bah voilà, j'ai pris cartable ou j'ai pris tel bouquin en librairie et bah ils travaillent pas avec. Et en fait, c'est normal puisque votre enfant, il n'est pas autonome. Aujourd'hui, s'il était autonome, il aurait déjà 14 de moyenne. Donc s'il a 14-15, oui, vous pouvez prendre cartable, vous pouvez prendre des livres, vous pouvez prendre des trucs supplémentaires. Ça veut dire que votre enfant, il est déjà capable de savoir ce que le prof attend de lui, il a déjà un certain niveau, il sait déjà comment il fonctionne et comment les choses fonctionnent autour de lui pour pouvoir s'adapter et prendre des notions comme ça un peu froides sur les sites et les absorber. Ça, c'est très bien. Mais souvent, si vous me contactez, c'est que vous avez en général, je sais pas, 8 de moyenne, 6 de moyenne, 10 de moyenne. Et à ce niveau-là, il n'y a pas assez d'autonomie. Du coup, ça servira à rien. Votre enfant, il va être devant le truc, il va être perdu. C'est comme si qu'il allait en cours. Il est perdu, on ne lui a pas expliqué le pourquoi du comment, et ces sites-là sont pas faits pour expliquer le pourquoi du comment. Donc, ça va pas être utile pour vous, ça serait une perte financière, que ce soit 10 euros, 30 euros par mois, ou des choses comme ça ne marchera pas. Acheter uniquement des livres, bah, c'est le même truc. Empiler les heures de cours. Alors pareil, si vous prenez un prof particulier et qui vous fait 4-5 heures de cours par semaine,
à moins que ce soit un stage intensif ponctuel comme ça pendant les vacances, ok. Mais si c'est toutes les semaines, parce que je vous dis ça parce que j'ai eu la mère d'une élève qui m'a dit ça. En fait, première fois que je l'ai au téléphone, elle me dit actuellement elle a un prof et donc il était moins cher que moi le prof, mais il prenait 4 heures par semaine. Et je lui dis mais 4 heures c'est beaucoup trop, ça sert à rien. Je lui dis bah écoutez si vous avez quelqu'un, je vous embête pas plus. Et elle me dit bah moi je veux bien essayer avec vous parce que si vous me dites qu'en 1 heure ou 1 heure ou 2 heures c'est comment dire elle progresse et elle a pas besoin de plus, bah moi ça me fait moins cher au final. Je lui dis ok, y a pas de souci. On a fait des séances, enfin une séance d'essai gratuite et sa fille elle a adoré parce que j'ai passé en effet que 10 minutes sur le cours. L'autre prof il passait des heures entières sur le cours, ce qui ne sert à rien, hein, je vous l'ai dit juste avant. Et on fait directement des exos type contrôle. Direct je lui balance des exos type bac et elle comprend. Elle se dit ah mais en fait oui je me souviens, je suis tombé sur ça en contrôle. Mais elle l'avait jamais vu avant. Du coup, là, je lui fais voir ce qu'elle est censée avoir au prochain contrôle. Donc elle adore, elle se dit, j'ai juste ça à travailler et j'aurai au-dessus de la moyenne. Bah vas-y, c'est parti. Donc voilà, évitez d'empiler les heures de cours, vous allez épuiser votre enfant, c'est très mauvais. Et les cours non spécialisés ou trop généralistes. Je sais plus pourquoi j'avais mis ça, mais je pense que c'est parler d'un peu de tout, quoi. Dire ok d'accord, aujourd'hui on va faire des suites, mais on va faire tout le chapitre des suites, mais ça sert à rien. Moi, je suis là, je vous dis, bah, en fait, dans le chapitre des suites, il y a telle notion à savoir, du coup, on va bosser telle notion. Dès que vous avez compris la notion, on passe à la notion suivante. Et comme ça, ensuite, on résume les 3 notions qu'il y a à savoir sur le chapitre et qui vont tomber au bac. Comme ça, tout ce qui ne tombe pas, on s'en fiche. On verra plus tard, c'est pour ceux qui ont vraiment tout compris. Eux, je leur rajoute des petites notions supplémentaires. Souvent, ceux qui vont faire prépa, ils ont besoin vraiment de tout comprendre. Donc voilà, le problème, c'est pas du tout le volume, c'est la précision, c'est ce que je vous ai dit, hein. Mon cœur de métier, c'est le diagnostic et la stratégie personnalisée, parce que chaque élève est différent, même s'il y a des profils d'élèves, chaque élève a son fonctionnement différent. Et souvent, c'est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont... Enfin, vous avez sûrement l'impression que votre enfant doit être suivi et accompagné, et en fait, ils aiment pas du tout qu'on leur tienne la main. Ils aiment qu'on leur dise, faut faire comme ci et comme ça, et tu fais comme tu veux. Du moment que tu le fais, c'est bon. Parce que du coup, c'est très agréable d'être autonome dans sa démarche et de pas être surveillé, de pas être fliqué, de pas être... qu'on mette pas la pression. Ça, c'est désagréable pour tout le monde. Et tous mes élèves, c'est marrant, fonctionnent différemment. Il y en a, ils posent plein de questions, il y en a, ils posent 0 question, et pourtant, ils ont tout bon. Ils ont des très bonnes notes. Donc ça, c'est top. Ça fait vraiment plaisir à voir. Comment fonctionnent concrètement mes cours? Voilà, donc la théorie, ce que je disais, un petit peu 10 minutes hein, de théorie, beaucoup d'exercices type contrôle, quasiment que ça. Souvent, entre la théorie et l'exercice type contrôle, je vais donner des petits exos vraiment basiques pour qu'ils comprennent le fonctionnement de la notion. Une fois qu'ils ont compris, ils comprennent tous très vite, hein, c'est vraiment abordable à tout le monde, même des trucs, je peux vous dire des notions du style intégrale, logarithme népérien, des choses comme ça vous paraît moche, mais c'est parce qu'on l'utilise jamais au quotidien, mais dès que je vous l'explique, je peux même vous l'expliquer à vous en tant que parent d'élève, vous allez comprendre. Ce qui est dur, c'est l'exotype contrôle, parce qu'il y a un contexte, une problématique qui fait vraiment référence à est-ce que vous avez compris ce que vous faites ou est-ce que vous faites bêtement ce que vous avez appris en début de chapitre. Voilà, je les fais tomber dans tous les pièges. Donc ça, c'est vraiment mon cœur de métier, on va dire, c'est de les planter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, ils se disent ah ouais, faut pas que je me fasse avoir sur ça au contrôle. Et je leur dis un plan d'action clair. Donc le plan d'action clair, je vais vous le dire maintenant, hein, c'est gratuit. Il faut tomber dans le piège du contrôle et une fois qu'on a compris l'exercice type contrôle, on va faire une fiche autour de cet exercice type contrôle. Notre fiche, c'est pas une fiche de cours grand 1, grand 2, machin. Notre fiche, c'est le contrôle, c'est l'exercice. Donc, s'il y a 10 questions dans l'exercice, ma fiche, il y a 10 points. Les points sont dans l'ordre des questions, puisque les questions sont souvent progressives. Donc là, votre enfant, il peut aller direct prendre un exotype bac, il regarde l'exotype bac, ce sera sa fiche. Il va en faire un deuxième, il va rajouter des infos sur sa première fiche.
il va essayer de se créer un exo type bac avec toutes les questions possibles, et ce sera ça sa fiche. Et c'est très rapide à faire. Ce que j'ai dit à mes élèves, tu fais ça une fois, dans 3 mois, tu as juste à relire ta fiche, et c'est comme si tu avais refait ton exo et tu étais tombé dans tous les pièges. Parce que dans le contenu, faut noter, vous notez par exemple, question 1, calculer la dérivée. Vous notez les erreurs que vous avez fait quand vous avez calculé votre dérivée, toutes les erreurs possibles dans tous les exos différents, et vous notez qu'est-ce qu'il faut faire exactement, quel mot je dois dire pour avoir les points, parce qu'il y a un vocabulaire précis à utiliser des fois, parce qu'on attend le mot asymptote, on attend euh, croissance comparée quand on fait une limite, on attend des mots précis, et c'est tout. Et si vous savez que vous avez perdu 0,25 au dernier contrôle parce que vous n'avez pas dit par croissance comparée, bah là vous le notez, et comme ça, la prochaine fois que vous relisez votre fiche juste avant votre contrôle, c'est bon. Il n'y a pas besoin de réviser 3 heures. Donc voilà, ce que je dis, c'est que bah, pour les terminales, c'est 2 heures par semaine, ça suffit, sachant que au fil des années, j'améliore mon accompagnement, et je pense que je vais partir bientôt sur un accompagnement où il y aura plusieurs séances par semaine, et que chaque élève sélectionnera une séance obligatoire et pourra venir aux autres séances s'il a des questions. Parce que j'ai remarqué que certains élèves ont besoin que d'une heure, d'autres élèves ont besoin de plus, des élèves ont besoin de poser des questions en semaine, d'autres non, et du coup j'aimerais créer, à chaque fois j'améliore l'accompagnement pour que ça réponde vraiment aux besoins de tous mes élèves. Voilà, l'autonomie progressive, donc je passe beaucoup de temps sur un élève au tout début, et au fur et à mesure, il devient autonome. Il a plus besoin de moi, il a compris, je lui ai répété 3 fois la même chose, je lui ai bien défini le cadre de ce qu'il doit apprendre, et techniquement, il a de moins en moins besoin de moi. Ils ont besoin de moi toute l'année parce qu'il y a toujours des nouvelles notions qui apparaissent, et je dois leur vulgariser les concepts et leur dire, bah en fait ça fonctionne comme ça, voilà, ça, ça tu dois l'apprendre, ça non. Mais sinon, la méthode globale, l'assimile assez rapidement. Responsabilisation. En fait, il y a un problème souvent, c'est qu'on va mystifier les profs et leurs corrections. Ils vont dire, ouais, le prof, il note trop sévèrement, machin, j'y arrive pas parce qu'il est trop sévère. C'est faux, c'est faux. Souvent, les profs notent très bien. Je connais, c'est vraiment très rare. J'ai même pas d'exemple à vous donner de profs qui notaient sévèrement et qui lynchaient les élèves. Je connais pas. Et du coup, moi, je leur explique ça. Je leur ai dit, bah là, tu vois, tout ce que tu as fait, c'est très bien. Par contre, tu as la moitié des points parce que tu pas mis tel mot. Et une fois qu'ils comprennent ça, ils savent que c'est de leur responsabilité d'avoir les points. Ils savent que, ah ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai pas eu les points. Ah d'accord, donc si au prochain contrôle, j'ai des élèves qui ont fait ça, prochain contrôle, ils ont oublié, et ils m'ont dit eux-mêmes, ah purée, ça c'est de ma faute. Ça c'est de ma faute, j'ai perdu les points. Et ça leur permet d'être responsables de leurs notes. Ils savent maintenant que s'ils ont 8, c'est eux qui ont fait le 8. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, c'est pas parce que ils ont été notés sévèrement, non, c'est parce qu'ils n'ont pas mis ce qu'il fallait mettre. Et ils savaient ce qu'il fallait mettre. Si par contre il y a une question qui est trop dure, bah, je leur dis, bah, celle-là elle était trop dure. Mais toi, ton objectif, c'est pas d'avoir 20, ton objectif, c'est d'avoir 15. Du coup, dans tout l'exercice, il y a un quart des questions que tu as le droit de sauter carrément. Parce qu'elles sont trop dures, parce que t'es pas prêt, parce que t'as pas envie de les faire, parce que t'as pas le temps de les faire. Par contre, il y a trois quarts des questions, je suis sûr que tu sais les faire. Donc tu es censé obtenir un 15. Ok, c'est à toi de te débrouiller pour essayer de trouver les réponses. Et je fais pas de forcing. Il m'est arrivé d'avoir des élèves qui ne viennent pas en cours. C'est pas problématique si c'est leur mode de fonctionnement de ne pas venir. Par contre, ils ont intérêt d'avoir les notes qui suivent. S'ils ne viennent pas et qu'ils n'ont pas les notes, bah du coup, ça sert à rien qu'on travaille ensemble. C'est un travail d'équipe. Il faut que les deux fassent leur job. Hein. Moi, je fais mon job d'essayer de donner un max de valeur, d'expliquer le mieux, de coacher. Si eux, ils n'appliquent pas ce qu'il faut appliquer, mais que les notes ne suivent pas, bah, du coup, je ne peux pas travailler avec eux, tout simplement. Donc ça demande quand même du travail. Hein. Y a rien de magique. Moi, je fais gagner énormément de temps à mes élèves, mais s'ils ne travaillent pas, ça ne sert à rien. Et ça arrive, c'est assez rare. Heureusement pour moi, c'est assez rare. Mais ça arrive, hein. On va dire un élève par an, ou deux élèves par an qui ne travaillent pas, qui ne suivent pas le rythme. Et du coup, bah forcément, bah, ça ne progresse pas. Souvent, ça stagne. Pardon. Si au début, il n'y a pas de montée, ou si au fur et à mesure, il n'y a pas de montée, c'est qu'il n'y a pas de travail. C'est malheureusement la grosse problématique.
Et je n'ai pas encore trouvé de solution à ça, hein. Je suis honnête avec vous, je n'ai pas réussi à trouver de solution pour faire travailler les élèves qui n'ont pas envie de travailler. C'est pour ça que pendant mes appels, souvent je demande: «Est-ce que votre enfant a envie d'avoir des cours avec moi? Et est-ce que votre enfant est travailleur?» Il n'y a pas besoin de montagne de travail. Est-ce que je lui dis de faire un truc, est-ce qu'il va le faire, tout simplement? S'il va pas le faire, bah, les cours vont, que ce soit moi ou un autre prof, ça ne servira à rien. Parce qu'il n'y a aucune méthode miracle dans la vie, malheureusement. Donc bac orientation, l'impact sur la moyenne, la mention au bac. Oui, la mention au bac ne va pas être très intéressante, à moins que votre enfant cherche à aller dans une très grande école ou avoir une très grosse, comment dire. Donc si son but, si actuellement il a déjà des bonnes notes et qu'il veut avoir des encore meilleures notes, ok, on va pouvoir influencer ça. Si il a des mauvaises notes et qu'il veut juste obtenir son bac ou avoir, je sais pas, par exemple, avoir un DUT, etc. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir mention très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des notes de fou. Il n'y a pas besoin. Enfin, faut pas qu'il se mette une pression supplémentaire. Il se met déjà une pression suffisante. Ça ne changera pas grand-chose à sa vie. Moi, j'ai eu mon DUT avec un 12 au bac en maths et 9 de moyenne en maths. Oui, j'avais 9 au lycée parce que je n'étais pas aidé, tout simplement. Ben, en fait, j'étais dans le cas de votre enfant. Je travaillais, j'avais des mauvaises notes parce que je révisais pas la bonne chose, parce qu'on me donnait pas d'exo à réviser, on me disait pas quoi faire. Si on m'aurait dit tout ça, mais j'aurais eu des notes de fou. Parce que une fois qu'on comprend mieux ce qu'on attend de nous, ben c'est très facile de donner ce qu'il faut, en fait. Tout le monde apprécie euh, donner le bon truc sans trop d'efforts. Rôle dans Parcoursup. Alors, Parcoursup est flou, c'est une boîte noire, je ne peux pas trop vous aider là-dessus. Moi, ce que je conseille à tous mes élèves, c'est d'aller dans les établissements qui les intéressent vraiment, faire déjà une journée porte ouverte, voir si l'univers les intéresse, s'ils se sentent bien dans l'établissement, et de demander au chef de département directement, si vous pouvez, vous allez au secrétariat, vous demandez est-ce que le chef de département est là, souvent il a un bureau juste à côté, est-ce qu'on peut le voir 5 minutes pour discuter? Et vous lui demandez qu'est-ce qu'il attend de votre enfant. Est-ce qu'il veut qu'il ait spé maths, spé physique? Est-ce qu'il veut qu'il ait spé maths, spé SVT? Est-ce qu'il veut qu'il ait 16 de moyenne ou non, etc. L'intérêt de ça, c'est de prendre contact avec la personne, de rendre le truc humain, même s'ils n'ont pas comment on appelle ça, ils n'ont pas la main sur Parcoursup, peut-être que, je ne sais pas comment ça se passe, hein. Je vous dis, c'est une boîte noire, mais je sais qu'à mon époque, donc il y a 10-15 ans, euh, il y avait des gens qui rentraient dans la formation après le début de la rentrée. Il y avait des gens qui étaient pris par dossier. Donc tout est possible. C'est à vous d'être malin et de faire ce que je dis souvent, les contacts ont plus de valeur que les notes. Donc prenez contact avec ces gens-là, c'est des humains, c'est des profs comme moi, et ils préfèrent un élève motivé qu'un élève démotivé ou qui n'est pas intéressé par leur formation. C'est un conseil que je vous donne, surtout si vous êtes intéressé, si votre enfant est vraiment intéressé par la formation, si c'est ce qui lui passionne, il sera pris, et surtout si vous allez en contact avec les personnes. Redoublement, je considère le redoublement totalement inutile. Si votre enfant redouble par exemple la première, il sera pas plus fort en terminale, puisque les notions sont différentes de toute manière. Il sera peut-être un peu plus fort s'il révise bien et qu'il maîtrise toutes ses notions de première, mais ça change pas qu'il aura des nouvelles notions et que chaque matière, chaque chapitre, pardon, appelle des nouvelles compétences. Donc voilà, il va pas forcément avoir des 20 sur 20 en terminale s'il a 20 en première. Vous avez dû le voir, de toute façon, votre enfant, d'année en année, ses notes baissent, puisque la notation, les notions sont différentes. La capacité d'apprentissage est de plus en plus exigeante, etc. Et voilà, choix de spécialité, donc ça pareil, je peux vous donner mon avis sur le choix de spécialité pour suivant les études qu'il veut faire, qu'il veut ou qu'elle veut faire. Voilà, et en plus redoubler s'il change pas sa méthode, ça sert absolument à rien. J'ai plusieurs élèves, tiens, je vais vous citer l'exemple de Thibaut, pardon. Donc Thibaut, c'est un élève, sa mère, alors c'est un élève que j'ai eu, je pense, en seconde ou en première, je sais plus exactement.
crois que c'est en seconde, sa mère m'a dit: «Ouais, voilà, mon élève, il est feignant». Et donc ils s'entendent super bien, hein. C'était pour rigoler un peu qu'elle disait ça et puis pour lui mettre un petit pic. Est-ce qu'on hésite à le faire redoubler? Et je leur ai dit: «Mais ça sert à rien du tout de le faire redoubler». Ils voulaient faire kiné, hein, ils voulaient devenir kiné. Et je leur ai dit: «Ça sert à rien, continuez comme ça. On va essayer de le faire passer ces années ensemble». Donc voilà. Au fur et à mesure, bah, déjà, il comprenait beaucoup mieux les maths et il trouvait ça agréable de faire des maths, chose qu'il avait perdue, cet amour des mathématiques. Et en physique, il galérait aussi. Donc je l'ai aidé un petit peu en physique et au final, il a eu son bac. Il a eu, je sais plus, je vais dire 12 environ, je pense. C'était pas une grosse réussite, mais c'était pas une petite réussite. Et aujourd'hui, il est kiné. Du coup, il a rien redoublé, il a pas abandonné son objectif. Le lycée, c'est juste une étape. Faut pas se prendre la tête sur est-ce que cette étape va impacter toute ma vie si j'ai pas 12, si j'ai pas 13, si j'ai pas 14, et va impacter toute votre vie, enfin toute la vie de votre enfant, si il pense qu'il est nul, si il abandonne, si il commence à se mettre dans un état d'esprit défaitiste. Ok. Donc ne surtout pas conforter cet état d'esprit défaitiste. C'est difficile et c'est normal. Il galère, c'est normal. Il prend des tôles, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Et le mieux, c'est du coup d'avoir un accompagnement. C'est pour ça que moi, je m'oriente là-dessus, hein. Je fais pas des cours de maths scolaires, je fais des cours de maths réalistes. Je leur dis ça c'est bon, ça c'est pas bon. Moi, je leur donne mes méthodologies de travail, ma façon de voir les exercices, et j'espère qu'ils vont s'en inspirer pour plus tard, parce que ça marche comme ça dans la vie, et ça marche surtout comme ça dans les études supérieures. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai appris à faire tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous rassure à ce niveau-là. Et pour le dossier, redoubler va pas non plus changer grand-chose, à moins, comme je dis, que votre enfant veut faire de très grandes écoles. Là, ça peut être des stratégies, mais il faut déjà qu'il ait au moins 15 de moyenne, 14-15, pour commencer à évoquer des stratégies de ce style. Les trois profils de parents, ah ouais, c'est les parents qui sont orientés résultats et notes. Donc est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir des résultats, des notes? Il y a les parents orientés confiance et bien-être, donc c'est les parents qui veulent absolument que leur enfant reprenne confiance et qu'il aime et qu'il soit heureux de faire des maths. Il y a les parents stressés par l'orientation et l'avenir, donc ça c'est les parents qui, on va dire, sont forcément intéressés par les notes et le bien-être de leur enfant, mais qui se disent l'important c'est qu'il fasse quelque chose qu'il aime plus tard. Ok. Des fois, les parents ont ces trois points réunis en eux, plus ou moins importants, tout simplement. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, malheureusement, qu'importe ce que vous voulez, ça va dépendre du profil de l'élève, de votre enfant. Ok. Parce que bah, moi, le premier, mes parents, quand je suis devenu ingénieur et que j'ai commencé à lancer mon entreprise, ils n'ont pas compris pourquoi je faisais ça. Mais ils m'ont toujours soutenu. Donc vous, votre job, c'est de le soutenir. C'est pour ça sûrement d'ailleurs que vous avez atteint ces 43 minutes de vidéo. C'est que vous êtes intéressé pour aider votre enfant, vous essayez de trouver des solutions pour lui, et ben en fait vous avez déjà fait tout ce que vous pouvez. C'est exactement ça qu'il a besoin, c'est quelqu'un qui s'intéresse à lui, qui lui donne des idées, mais il n'y a que lui qui va pouvoir mettre en pratique. Okay. Malheureusement, vous avez ce fardeau de parents qui est lui donner tout ce que vous pouvez et ensuite c'est lui qui en fait ce qu'il veut. Et moi je l'ai un peu ce fardeau, c'est pour ça que souvent vous pouvez pas avoir la casquette de parent et de prof, parce que même moi j'ai ce fardeau de je te donne un maximum d'infos, mais si tu veux pas les appliquer mes conseils, bah je peux rien faire de plus. Et surtout, il y a aussi ce truc d'investissement émotionnel, des fois votre enfant, quand vous l'aidez, vous pouvez créer des disputes, des stress supplémentaires, des tensions dans la famille, chose que moi, bah, grâce à mon rôle, je peux éviter, parce que je suis beaucoup moins investi émotionnellement que vous dans la réussite de votre enfant. Moi, j'y suis forcément investi parce que bah, mes élèves, je leur parle, je parle des fois de sujets totalement naturels, comme le sport, les choses comme ça, et je m'intéresse à eux, de leurs vacances.
et surtout je vois leur progression, je vois les erreurs qu'ils font, et ça peut des fois aussi me stresser, de me dire putain c'est dommage, t'as bien bossé sur ce truc-là, t'as pas eu les résultats que t'attendais, ou t'as fait l'erreur alors qu'on l'a vu la veille, mais je permets un petit peu de faire tampon par rapport à ça dans la famille. Alors les questions les plus fréquentes que l'on me pose, donc est-ce qu'il est trop tard pour progresser en terminale? Il est jamais trop tard. Donc là on me l'a posé cette semaine d'ailleurs en appel. Votre enfant, je vais vous citer plusieurs exemples. Donc j'ai déjà eu un enfant, un élève, qui m'a appelé 2 semaines avant le bac. J'en ai eu deux d'ailleurs. Deux qui m'ont appelé 2 semaines avant le bac. Il y en a un, il a eu, donc il était en STI 2D, et il a eu, je sais plus, 18, je crois, au bac. Ok. Et il est parti de zéro. Mais ça, c'est typiquement le profil qui marche bien, parce que il avait rien fait de l'année, il avait pas de preuve de toute l'année, hein. C'était vraiment une catastrophe. Je lui ai dit, voilà ma méthode, on va faire des exos. Quand je vais partir, tu vas faire tel exo, tel exo, tel exo. Je vais revenir demain, on va faire ça, etc., etc. Il a tout fait. Il a tout appliqué. Il s'est mis en mode robot pendant 2 semaines et boum, il a eu son 18. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que le bac, on peut l'avoir. C'est des questions que moi je peux prévoir, que les profs de maths peuvent prévoir. C'est assez facile pour nous parce qu'on fait beaucoup d'exercices et on sait exactement, à force de suivre des élèves tous les ans, on sait les notions qui sont intéressantes pour l'éducation nationale, qui sont intéressantes pour les profs de maths, qui créent des exercices intéressants. Du coup, on a juste à dire, bah voilà, vous apprenez ça et c'est bon. Ok. Pour un élève qui ne travaille pas personnellement, ça va être impossible. Je vais vous le dire tout de suite, s'il ne travaille pas, il va stagner. Et c'est qu'importe si on s'y prend 6 mois à l'avance, ou 2 mois à l'avance, ou 2 semaines à l'avance, ça ne marchera pas. Pareil, j'ai eu un élève donc c'était Arthur, 2 semaines avant, il m'a demandé, tac, 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 je lui ai fait pareil ma méthode. Donc lui, c'était pas STI 2D, c'était SPEMAT, du coup c'est plus dur forcément. Et il a tout appliqué, il a même donné toutes les infos à ses potes, et il m'a même demandé des infos en physique. Parce que moi, je suis ingénieur aéronautique, du coup, je m'y connais bien en physique. Je m'y connais beaucoup moins bien en chimie. Du coup, je lui ai donné tous mes tips en physique, et il m'a dit, grâce à toi, j'ai réussi, enfin, sans toi, j'aurais pas eu mon bac, parce que j'ai réussi à gratter, je sais plus, 6 points en physique grâce à ça, et en maths, il a eu plus de la moyenne, et du coup, bah, ça lui a fait son bac. Si jamais vous avez une très mauvaise note, oui, vous pouvez ne pas avoir votre bac, hein. Ça arrive de plus en plus souvent, justement à cause de toutes ces problématiques qu'on a évoquées juste avant. Combien d'heures faut-il par semaine? Voilà, ce que je disais, c'est 1 à 2 heures, pas plus. Il y a des élèves qui aiment plus, comme je vous ai dit. Je suis en train de mettre en place un accompagnement de plus en plus précis pour mes élèves. Donc, je réfléchis à éventuellement 3 fois 1 heure et demie par semaine. Obligation de venir à 1 heure et demie. Et ceux qui veulent peuvent venir aux autres, mais sont pas prioritaires. Voilà, parce que c'est pas leur créneau obligatoire. Mais voilà, ce sera des choses que je mettrai peut-être en place à la rentrée scolaire prochaine. Là, actuellement, c'est 2 heures par semaine pour les terminales, et j'essaye de mettre 2 heures par semaine pour les premières parce que ils vont avoir le bac maintenant, donc il va falloir travailler des exos type bac, et ça prend du temps de faire ces exos type bac. Peut-on viser une mention? Oui. Est-ce que c'est utile? Bof. Je vais vous dire que la mention au bac n'est pas très utile, c'est plutôt un objectif personnel. Pardon. Du coup, votre enfant doit avoir un objectif personnel, que ce soit pour le bac, donc à court terme, moyen terme, par exemple, entrer en prépa, et long terme, j'aimerais devenir, je sais pas, ingénieur aéronautique, par exemple. Plus il a des objectifs comme ça, plus ça va juste le driver, et il va se dire ok, bah tiens, je vais faire ça, comme ça j'aurai 13, comme ça j'aurai 14, machin. Moi, ce que j'avais quand j'étais du coup en bac plus 3, j'étais major de promo, et je m'étais fixé l'objectif d'avoir 16 parce que je sais plus pourquoi, ah oui, pour avoir une mention très bien. Voilà. Mais je m'en fichais un petit peu de la mention, c'était juste pour continuer à me motiver à travailler, parce que le fait d'avoir eu d'un seul coup de la réussite, ça me donnait plus trop envie de travailler. Du coup, j'avais ce truc-là. Donc toujours avoir des objectifs qui vous donnent envie de faire plus, ça nourrit l'âme. Faut-il garder la spécialité maths? Je conseille toujours de garder la spécialité maths.
sauf cas exceptionnel, donc ça, faut m'appeler pour me parler de votre enfant, mais l'intérêt des maths, c'est que ça va muscler votre cerveau. Vous serez toujours plus performant après avoir fait de la spé maths. Et on s'en rend compte malheureusement que des années après. C'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui vous trouvez que c'est insupportable, c'est comme la muscu, c'est dans 3 ans que vous allez voir, oh là là, en fait j'ai des muscles un peu partout. Bah là c'est pareil avec les maths. Est-ce que vous garantissez une progression? Alors je ne peux pas garantir une progression, comme je dis. Moi je vous propose un essai gratuit. Si mes cours vous plaisent, on essaie. Par contre c'est sans engagement. Une fois que vous voulez stopper, on stoppe, il n'y a pas de souci. Moi j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai absolument pas envie de travailler avec quelqu'un qui n'a pas envie de travailler avec moi. C'est normal. Et c'est contre-productif. Moi je veux des élèves qui ont envie de travailler avec moi, je veux des parents qui ont envie de travailler avec moi, qui me font confiance. Et je garantis que si votre enfant travaille, il aura entre 12 et 15 au bac, c'est sûr et certain. Mais s'il ne travaille pas, donc pareil, quand je dis travail, ça fait référence à tout ce que j'ai dit au-dessus, c'est appliquer ce que je lui dis. S'il fait pas ça, ben, ça ne marchera pas. Je vous le dis d'avance. Voilà. Et peut-être même avec un autre prof, ça ne marchera pas. Puisque la grosse problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que les profs à l'école n'apprennent pas à votre enfant ce qu'il faut pour qu'il ait des bonnes notes. Moi, je vous l'apprends. Enfin, je l'apprends à votre enfant. S'il met en pratique, c'est bon. Et ça marche. Je sais pas combien d'élèves, là actuellement. J'ai un groupe d'élèves ils ont tous 14-15. Toutes les semaines, ils me disent, bah là, j'ai eu 14, j'ai eu 15. Voilà. Et ils me disent ça en mode, c'est normal. Alors que quand je les ai eus il y a 2-3 mois, ils avaient 8. Très souvent, c'est la note un petit peu de, je sais pas pourquoi, mais j'ai 8. Bah, c'est très facile à remonter s'il y a un travail personnel. Et des fois, seulement juste venir au cours toutes les semaines, ça permet de passer au-dessus de la moyenne. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Désolé, ça dure très longtemps, quasiment 1 heure, mais j'espère que si vous êtes arrivé jusque-là, j'espère que ça vous a vraiment aidé, que ça vous a répondu, ça vous répond. Je sais plus, excusez-moi, je fatigue. Ça répond à beaucoup de vos questions, de vos interrogations. En tout cas, c'est top d'essayer d'aider votre enfant. Faut continuer comme ça. Et, et puis voilà, si vous voulez un appel avec moi, bien sûr, je pense que je vais mettre un truc quelque part en dessous de la vidéo pour réserver un appel. Ou si vous voulez envoyer par SMS, vous avez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un SMS pour qu'on s'appelle, pour qu'on discute des questions que vous avez à me poser. Pareil, l'appel il est gratuit. Et si je peux aider votre enfant, puisque ça dépend, hein, comme je dis, il y a vraiment des conditions pour que je puisse. Faut qu'il y ait une envie derrière tout ça. On peut faire un cours d'essai gratuit et puis voilà, et si ça plaît à votre enfant, on fait tout pour booster ses notes au bac et puis tout simplement voilà. Voilà.